Aujourd'hui, je te propose de plonger ou de replonger dans ce qu'est le trauma avec un épisode qui faisait partie de notre série Back to Basics. J'ai décidé de publier à nouveau cet épisode parce que c'est un épisode très riche dans lequel je t'emmène vraiment dans l'exploration et dans l'étude de ce qu'est le trauma d'après ce qu'en disent les grands auteurs contemporains. Et vraiment, ça vaut le coup de se replonger dans ce contenu parce que comprendre ce qu'est le trauma change la vie. C'est ce qui s'est passé pour moi en 2021 quand j'ai vu le film The Wisdom of Trauma avec Gabor Maté. J'ai compris ce qu'était réellement le trauma et ma vie a changé. Elle a pris une trajectoire complètement différente après avoir visionné ce film. Et c'est la seule façon que j'ai de le dire. J'ai compris ce qu'était vraiment le trauma et ma vie a changé. Donc véritablement, je t'invite à écouter ou à réécouter cet épisode dans lequel j'ai fait le travail pour toi de lire les livres sur le sujet et en extraire les passages les plus marquants que j'accompagne d'explications, bien sûr, comme toujours dans le podcast. Donc je te souhaite une belle écoute et surtout je te souhaite que ces informations changent profondément ta façon de voir les choses, ta façon de voir ton histoire personnelle, de te voir toi, de voir les autres aussi. Parce qu'on a un besoin pressant d'avoir plus de compassion les uns pour les autres et la compréhension du trauma peut faire ça aussi. Donc merci d'être là, merci de participer à ça et je te souhaite une belle écoute. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que le trauma ? C'est une question vaste et en même temps, il y a des points cruciaux à retenir. Bienvenue dans cet épisode consacré au trauma. On commence avec une citation de Peter Levine dans son livre « Réveiller le tigre ». Et dans cet épisode, je vais lire des extraits de Peter Levine, de Bessel van der Kolk, de Gabor Maté. Parce qu'il y a plein de choses qu'ils disent beaucoup mieux que je ne pourrais jamais les dire. Donc on lira des petits extraits. Donc Peter Levine nous dit « Un traumatisme survient lorsqu'un événement provoque sur l'organisme un impact qui ne se résout pas. » Dans ma ligne de travail, on classe le trauma en 3 catégories principales. Le trauma développemental précoce, donc ce qui nous est arrivé dans nos années de développement. Et je rappelle que c'est jusqu'à 26 ans, le cortex préfrontal, il n'est pas développé jusqu'à ce qu'on ait 26 ans. Donc voilà, il y a des choses parfois arrivées à l'adolescence ou même jeune adulte, on se dit « Oh, j'étais adulte », on était toujours en développement. Donc ça, c'est le trauma développemental. Et c'est vrai que dans cette catégorie, on a plutôt tendance à parler de ce qui nous est arrivé quand on était enfant. C'est pour ça qu'on l'appelle trauma développemental précoce. Le trauma de choc, tout ce qui nous est arrivé dans la vie qui a constitué un choc. Cette catégorie, je pense qu'elle est assez claire. Et le stress chronique. Parce que le stress chronique, il nous permet jamais de désactiver, en fait, l'énergie sympathique qui peut être là. Le stress chronique, il limite une menace constante. Et donc, faire le travail de régulation du système nerveux quand il y a stress chronique, c'est très difficile. Donc, il y a ces 3 catégories. Et le premier point sur le trauma, et s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là, c'est que le trauma n'est pas dans l'événement, mais dans les conséquences de l'événement sur notre système nerveux, dans l'impact sur l'organisme, comme dit Peter Levine, et dans l'impact sur notre personne, en fait, de façon générale. Le traumatisme, c'est la réaction émotionnelle et psychologique à un événement qui nous a submergés. Et ce mot « submergé », c'est vraiment un mot clé quand on parle du trauma, parce que le trauma, c'est tout ce qui est trop. Et si tu comprends ça, si tu le comprends profondément, alors tu comprends que ce qui est un trauma pour toi ne l'est peut-être pas pour moi. Et vice-versa. Prenons un exemple, ici. Mettons que j'ai eu la chance d'avoir un attachement sécure, un attachement super solide, super bon. Alors que toi, t'as pas eu cette fondation d'attachement. C'est purement théorique ici, parce que j'ai pas eu d'attachement sécure. Mais ok. Mettons que tu apprends qu'un de tes groupes d'amis va faire un pique-nique dans un parc et t'as pas été invité. Peut-être que pour toi, ça sera un trauma. Tu vas le vivre comme une trahison, ça va t'envoyer dans une grande tristesse, voire du désespoir. Alors que moi, je vais peut-être juste me dire « Ah, de toute façon, j'avais d'autres plans pour ce week-end. C'est ok. » Le sens que chacun de nous
donnons à cet événement et les émotions qui y sont associées sont complètement différents et dépendent de l'état de notre système nerveux au moment de l'événement, de nos ressources aussi ce jour-là. Peut-être que toi, t'avais rien de prévu et du coup t'étais déjà un peu déprimé par ça, versus moi, j'étais prise par l'excitation de mes plans pour le week-end, donc j'étais plus détachée à ce moment précis. Autre exemple, un accident de voiture. Un accident de voiture sans dommage. Ok, juste un petit choc, on s'est rentré dedans hyper lentement, par exemple. Pourquoi une personne repart et continue sa vie normalement, la personne A, et pourquoi la personne B, elle commence à avoir des insomnies, elle commence à avoir des tensions partout dans le corps, elle se sent irritable. Parce que pour la première personne, c'était complètement dans sa fenêtre de tolérance, autrement dit, sa capacité était grande, tandis que pour l'autre, c'était trop. Donc je vais lire ici un extrait de Réveiller le tigre de Peter Levine qui illustre ça, ce qu'on vient de se dire. Aujourd'hui, nous sommes conscients que tant l'abus sexuel, la maltraitance physique ou psychologique que l'exposition à la violence ou au danger peuvent profondément altérer l'existence. Par contre, on ignore souvent que des faits apparemment bénins peuvent être traumatiques. Les séquelles du traumatisme peuvent être très diverses et cachées. Au long de ma carrière, j'ai découvert un extraordinaire éventail de symptômes, problèmes comportementaux et psychosomatiques, manque d'énergie, etc., liés non seulement aux événements traumatiques mentionnés plus haut, mais aussi à des événements tout à fait ordinaires. Des faits communs peuvent produire des effets secondaires tout aussi invalidants que ceux vécus par d'anciens combattants ou des personnes ayant subi des maltraitances dans l'enfance. Les effets traumatiques n'apparaissent pas toujours immédiatement après ce qui les a causés et ils peuvent rester latents pendant des années, voire des décennies. Ensuite, à l'occasion d'un stress ou d'un autre incident, ils surgissent sans prévenir et sans lien apparent avec leur réelle origine. C'est ainsi qu'il arrive qu'un événement apparemment mineur donne lieu à un effondrement soudain, semblable à celui que causerait un événement catastrophique. Donc exactement les exemples que je viens de donner avec le fait de ne pas être invité à un pique-nique ou un accident de voiture vraiment bénin qui était pas dangereux. Une petite chose qui fait pencher la balance en fait de l'autre côté et il y a tout ce qui était coincé dans le système nerveux qui ressort à ce moment-là. Et ça, je le vois et je l'entends chez les personnes que j'accompagne encore et toujours. Tout allait bien jusqu'à cet événement-là. Tout allait bien jusqu'à ce que cette personne proche de moi décède. Tout allait bien jusqu'à cet accident de voiture. Tout allait bien jusqu'à ce voyage un petit peu lointain où j'ai dépassé ma capacité, etc., etc. Donc le trauma, c'est ce qui est trop pour nous. Trop, trop vite, trop tôt, trop peu aussi, trop peu de disponibilité émotionnelle, trop peu de connexion. Et les conséquences peuvent être immédiates ou retardées dans le temps, comme nous l'explique Peter Levine. Ce que Peter Levine explique aussi, Peter Levine, c'est le fondateur de la somatic experiencing. Il explique que le traumatisme, c'est l'expérience de la peur face à l'impuissance. Donc c'est vraiment l'équation de base du trauma, c'est peur plus impuissance. S'il y a peur et impuissance, il y a traumatisme. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on va dans l'impuissance dans un moment qui requiert qu'on agisse? Parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'on n'a pas assez de soutien, parce qu'on n'a pas assez d'énergie au niveau physique, au niveau cellulaire. Tout nous submerge parce que l'énergie, elle est phagocytée par l'inflammation chronique, par le figement dans lequel on est depuis longtemps, par le manque de nutriments, etc. Donc c'est pour ça que faire le travail au niveau de la physiologie, optimiser à cet endroit-là, c'est essentiel aussi. Je referme la parenthèse. Parce qu'on n'a pas assez de temps pour réagir, etc. Il y a 1000 choses qui font qu'on peut aller dans l'impuissance à ce moment-là, parce que la situation nous dépasse. Donc pour savoir si quelque chose est un trauma, il faut s'intéresser aux conséquences, aux symptômes du trauma. Peter Levine, il a classé en 3 groupes les symptômes d'un système nerveux en état d'activation. Donc un système nerveux qui n'a pas reçu le message que le danger était passé et qui met donc en place en fait toute une série de mécanismes adaptatifs qui finissent par s'organiser en symptômes. Donc il a classé en 3 groupes les symptômes qui apparaissent en premier lieu, après le trauma, les symptômes qui apparaissent ensuite et les symptômes qui tendent à apparaître à la fin. Ça serait un petit peu long pour moi de tout lire, donc je vais en lire quelques-uns de chaque groupe. Donc en général, ils apparaissent avant les autres. Les premiers symptômes qui se développent, hyperactivation, constriction, dissociation, y compris le déni, le sentiment d'impuissance, l'hypervigilance, des visions intrusives, des flashbacks, une sensibilité extrême à la lumière ou au son, l'hyperactivité, une émotivité excessive et des réactions de sursaut, donc quand on sursaute à la moindre chose,
des cauchemars et terreurs nocturnes, une humeur instable et une capacité réduite à gérer le stress, un sommeil difficile. Donc ça, c'est pour la première phase. Ok. Ensuite, on a les symptômes qui peuvent s'exprimer dans la seconde phase. Alors, il dit peuvent s'exprimer dans la seconde phase autant que dans la troisième. Cette liste n'a pas de but diagnostique, elle constitue un guide qui vous aidera à comprendre comment fonctionnent les symptômes traumatiques. Donc, ceux qui surviennent généralement dans la seconde phase, les attaques de panique, l'anxiété, la phobie, les phobies, la sensation d'avoir l'esprit vide, des réactions de sursaut excessives, on retrouve sensibilité extrême au son à la lumière, hyperactivité, réaction émotionnelle excessive, cauchemar, terreur nocturne, comportement d'évitement, donc éviter certaines situations, attrait pour le danger, se mettre en danger exprès, pleurer beaucoup, une humeur instable à nouveau, activité sexuelle diminuée ou excessive, amnésie, manque de mémoire, incapacité à aimer ou à se connecter aux autres, peur de mourir, de devenir fou, d'avoir une durée de vie raccourcie, capacité réduite à gérer le stress, sommeil difficile aussi. Et puis, bon, finalement, je vous les lis tous, parce que c'est important. Et les symptômes qui se développent en dernier lieu forment le troisième groupe, ils ont souvent été précédés par d'autres, ces symptômes-là. Vous remarquerez que certains symptômes apparaissent dans les 3 séries. Il n'existe pas de règle pour déterminer quel symptôme l'organisme choisira et quand il le choisira. Okay. Rappelez-vous qu'aucune de ces listes n'est complète. Donc l'idée, c'est que vous puissiez reconnaître, là, en m'écoutant, est-ce qu'il y a des symptômes qui vous concernent. Et donc ça, c'est juste, entre guillemets, les symptômes d'un système nerveux qui est resté en activation. Ok, donc le troisième groupe, timidité excessive, réaction émotionnelle diminuée ou inexistante, incapacité à s'engager, fatigue chronique ou faible niveau d'énergie, problème du système immunitaire et problèmes endocriniens tels qu'un dysfonctionnement thyroïdien, maladies psychosomatiques, en particulier les maux de tête, les problèmes de nuque et de dos, l'asthme, les problèmes digestifs, le syndrome du côlon irritable et le syndrome prémenstruel grave, dépression, sentiment de danger imminent, sentiment de détachement, d'aliénation et d'isolation, diminution de l'élan vital, donc on n'a plus beaucoup d'énergie pour aller faire les choses, peur de mourir, de devenir fou, d'avoir une vie raccourcie, pleurer fréquemment, humeur instable, sexualité excessive ou diminuée, amnésie, manque de mémoire, sentiments et comportements d'impuissance, incapacité à aimer, à se connecter à autrui, sommeil difficile et capacité réduite à gérer le stress, et il ajoute ici à faire des plans. Voilà, donc plein de choses qui peuvent être le signe d'un système nerveux encore activé, qui, c'est pas qu'il pense, parce qu'il pense pas à notre système nerveux, mais qui a absorbé que le danger est toujours là, en fait. Maintenant, à quoi ressemble ce que j'ai appelé l'univers de la personne traumatisée? Donc il y a plusieurs choses. Je vais parler de la peur, je vais parler de la difficulté à faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Je vais parler de la difficulté à apprendre. De quoi est-ce qu'on va parler d'autre? La méconnaissance de ses propres limites, la suppression de la colère. Je vais commencer par parler de la peur, et je vais à nouveau lire un petit extrait, et puis je vais expliquer. Donc Peter Levine, dans Réveiller le tigre, il nous dit « Peu de symptômes sont aussi représentatifs du vécu traumatique que l'hypervigilance. Elle constitue une expression directe et immédiate de l'hyperactivation qui est la première réaction au danger. » Ok, donc là je saute quelques lignes. L'hypervigilance survient lorsque l'hyperactivation, qui est la réponse initiale à un danger, génère une réponse d'orientation anormale, excessive et compulsive. Si cette activation persiste, nous nous retrouvons dans une situation sans issue. Nous continuons à chercher sans relâche une menace. Où est-elle? Et à tenter de l'identifier. Qu'est-ce que c'est? Car c'est ainsi que notre système nerveux programme la réponse d'orientation primaire lorsqu'il est activé. Le problème est que le plus souvent, il n'y a aucune menace. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous explique ici? Ce que Peter Levine nous dit, c'est que on cherche à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Et donc c'est sans issue parce qu'on cherche au mauvais endroit, en fait. Quand on est comme ça dans l'hypervigilance, et l'hypervigilance, c'est quand il y a de la peur. Ça me fait penser à cette histoire, j'ai essayé de la retrouver, mais j'ai pas réussi, de la personne qui a perdu ses clés. C'est la nuit, elle a perdu ses clés, et elle va les chercher sous le lampadaire dans la rue, alors qu'elle les a perdues près de sa maison. Il y a une autre personne qui arrive et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas là qu'il faut chercher ?» Et l'autre lui répond « Oui, mais c'est ici que je vois. » L'hypervigilance, c'est exactement ça. Parce que l'intérieur de nous, ça peut paraître bien sombre, inaccessible, surtout quand il y a de l'activation. On ne veut pas aller rencontrer souvent ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a de la peur. Donc on cherche à l'extérieur, là où il y a de la lumière.
Et Peter Levine, il continue en expliquant que l'hypervigilance devient un moyen de gérer l'activation excessive. L'excès d'énergie, en canalisant toute cette énergie dans les muscles de la tête, de la nuque, des yeux. C'est ça qu'on utilise pour repérer une menace. Et le truc, c'est que quand il y a eu trauma, ça, on n'a pas pu le faire efficacement. Repérer la menace. Donc on n'a pas pu compléter cette réponse. Et ça peut être parce que on n'a pas vu la voiture arriver dans un accident, parce qu'on était enfant et on savait jamais ce qu'allait nous tomber dessus. Donc on ne pouvait pas repérer la menace, on ne pouvait pas s'orienter vers la menace. Peut-être parce qu'on a glissé et on n'avait pas vu la plaque de verglas. Okay, tout ça, dans toutes ces instances-là, tout ça, c'est des réponses d'orientation qui n'ont pas pu avoir lieu. On n'a pas pu s'orienter vers la menace dans ce moment-là et qui sont restés coincés dans notre système nerveux autonome. Et donc notre système nerveux autonome, il continue à essayer de s'orienter. Et avec le temps, l'hypervigilance, elle s'accentue, elle peut devenir obsessionnelle, compulsive. Et voilà pourquoi le temps ne guérit pas. Deuxième information, s'il y a une chose que tu retires de cet épisode, c'est ça. La première chose, c'est que le trauma n'est pas dans l'événement, c'est dans notre système nerveux. Et la deuxième chose, c'est que le temps ne guérit pas. Si tu ne fais pas le travail somatique de décharge, de désactivation, ça ne se fera pas tout seul. Donc dans l'univers de la personne traumatisée, il y a la peur et il y a aussi la difficulté à faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Et c'est bien pour ça que cette personne, elle est tout le temps dans l'anxiété, dans la peur. Donc cette incapacité, cette difficulté à faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, c'est ce que Bessel van der Kolk appelle une carte déchirée du monde. Dans son livre « The Body Keeps the Score », en français, c'est « Le corps n'oublie rien ». Il existe en français, mais je ne l'ai qu'en anglais, donc je vais paraphraser. Dans un des passages du livre, il parle particulièrement du trauma développemental et il pose ces questions. Comment est-ce qu'une personne apprend ce qui est sûr, donc ce qui est safe, et ce qui ne l'est pas? Ce qui est à l'intérieur et ce qui est dehors. Ce à quoi elle devrait résister et là où elle peut laisser entrer quelque chose. Comment est-ce qu'une personne apprend tout ça? Grâce à son environnement primaire. Et il donne cet exemple-là. Si les adultes autour de nous ne cessent de nous répéter que nous sommes adorables, qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, enfin, pas qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais qu'on peut tout faire, qu'on a la capacité de tout faire, qu'on va y arriver, qu'on mérite le meilleur, etc., l'enfant, de son point de vue égocentrique, et ça n'a rien à voir avec l'égocentrisme, c'est juste que l'enfant, il est lui-même le centre de son monde, et c'est normal, l'enfant, il est convaincu de ça, qu'il est adorable, qu'il peut tout faire, qu'il mérite le meilleur. Si plus tard dans la vie, il entre en relation avec quelqu'un qui ne le traite pas bien, qui le traite mal, ce même enfant, il va être outragé. C'est pas ok, c'est pas familier, c'est pas comme ça que ça se passait à la maison. Mais l'enfant qui a grandi dans un environnement où la négligence et l'abus sont présents, être maltraité, c'est familier. Et c'est pour ça que cette personne, elle va peut-être avoir beaucoup de mal, et on le voit souvent, à sortir d'une relation qui est toxique, par exemple. Ces personnes qui ont connu beaucoup d'adversité dans l'enfance, elles ont une carte du monde déchirée, comme le dit Bessel van der Kolk. Une carte du monde qui n'est pas pertinente et qui peut être incomplète à certains endroits aussi. Les conséquences du trauma développemental précoce, elles sont présentes au niveau émotionnel et elles sont présentes au niveau physique aussi. L'ACE Study l'a montré. ACE, c'est A-C-E, ça veut dire Adverse Childhood Experiences. C'est la plus grande étude jamais réalisée sur les traumas dans l'enfance. Cette étude-là, elle a clairement démontré le lien entre l'adversité tôt dans la vie et les maladies plus tard dans la vie. Je parle en détail de l'ACE Study, si ça t'intéresse, dans l'épisode 57. C'est un épisode qui fait partie de la série sur la biologie du trauma. Une autre chose qui fait partie de l'univers de la personne traumatisée, c'est la difficulté à apprendre et à retenir des informations nouvelles. Je vais lire un petit extrait à nouveau de Peter Levine ici et j'explique. L'hypervigilance est caractérisée par la perturbation de la réponse d'orientation. Ceci entraîne des conséquences sérieuses pour les personnes traumatisées. Elles auront des difficultés à fonctionner efficacement en toutes circonstances, pas seulement lorsqu'un comportement de défense est requis. La réponse d'orientation sert à identifier les nouvelles informations lorsqu'elles parviennent à la conscience. Si cette fonction est perturbée, tout fait nouveau amènera surcharge et confusion. Au lieu d'être assimilées et mises à disposition, les informations nouvelles s'accumulent. Elles ne sont ni organisées, ni utilisables. Des données importantes sont égarées, voire oubliées.
L'esprit est incapable d'agencer les détails pour leur donner sens. Plutôt que de conserver l'information qui n'a pas trouvé de signification, l'esprit oublie. Au milieu de cette confusion, tout problème supplémentaire complique encore la situation et des circonstances tout à fait ordinaires peuvent se transformer en un cauchemar de frustration, de colère et d'anxiété. Encore une chose dont j'ai été plein de fois témoin chez les personnes que j'accompagne, beaucoup de personnes qui viennent à moi me disent « je ne retiens rien. Je suis comme une passoire, ça rentre et ça ressort aussitôt. » Voilà pourquoi. Parce que le système, il est tellement sollicité par cette réponse d'orientation qui est devenue compulsive et défensive qu'il n'a pas la capacité de recevoir ni d'intégrer quoi que ce soit de plus. Et donc, encore une fois, notre système, il est très bien fait puisque chaque information nouvelle est trop, et ben elle est aussitôt oubliée. Et donc c'est pour ça cet effet de passoire, là on le comprend tout à fait. Ça rentre et ça ressort aussitôt. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que le système, il est déjà surchargé. Ce qui fait partie aussi de l'univers de la personne traumatisée, c'est l'impuissance. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que le trauma, c'est peur plus impuissance. Donc à nouveau, on va voir ce que nous dit Peter Levine là-dessus. Il nous dit « Toutes les victimes de traumatisme ressentent un certain degré d'impuissance, de sorte qu'il leur est difficile de vivre pleinement des situations inédites. Ces personnes sont les victimes de leurs croyances et de l'image d'elles-mêmes. Leur réponse d'orientation ou de défense à une activation n'est pas physiologique. Elle passe directement de l'activation au figement et à l'impuissance, court-circuitant les autres émotions et réponses possibles. Elles deviennent des victimes qui attendent d'être victimisées encore et encore. N'ayant plus accès à leur réponse normale d'orientation, elles sont incapables de s'échapper lorsqu'elles sont menacées, alors même que la situation leur en offrirait la possibilité. Elles ne voient pas l'issue possible. L'activation est si étroitement liée à l'immobilisation que les deux ne peuvent être séparés. Chaque fois qu'elles sont activées, ces personnes se sentent immobilisées et impuissantes. Ce scénario survient dans nos relations pathologiques. Nous savons que nous devrions en sortir, mais nous y restons car notre peur et notre réaction de figement prennent le pas sur nos tendances naturelles et saines. Donc cette impuissance liée à ce dont je parlais tout à l'heure aussi, l'incapacité ou la difficulté à faire la différence entre ce qui est dangereux pour nous ou pas, ça donne ce dont il parle, donc ces relations pathologiques dont on sait qu'on devrait sortir, et puis on n'en sort pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Peter Levine? Que pour la personne traumatisée, c'est très fréquent que quand quelque chose est trop, et on se rappelle le point précédent, potentiellement tout est trop, potentiellement toute nouvelle information, toute nouvelle situation constitue déjà un trop. Quand quelque chose est trop, cette personne-là, elle va dans l'impuissance et elle ne voit pas de solution. Et ça t'est peut-être déjà arrivé. Il y a un ami ou une amie qui t'appelle désespéré quant à une situation et toi, tu vois déjà 3 solutions possibles et la personne, elle voit pas. Elle n'a pas accès. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est un terme qu'a utilisé Martin Seligman dans son expérience avec les chiens. C'est pas une super cool expérience, mais je vais en parler ici, parce que ça illustre très bien l'impuissance apprise. Martin Seligman, il a mené une série d'expériences dans les années 60, où des chiens étaient placés dans une chambre où ils recevaient des chocs électriques dont ils ne pouvaient pas s'échapper. Ok. Un groupe de chiens ne pouvait pas s'échapper. Ça, c'était la première situation. Et la deuxième situation, donc un deuxième groupe de chiens, eux, ils pouvaient échapper au choc en appuyant sur un panneau avec leur nez. Donc on a 2 groupes. Un groupe qui ne peut pas s'échapper et un groupe qui peut s'échapper. Ça, c'est la première phase de l'expérience. Et dans la deuxième phase, on met les chiens dans une boîte qui est divisée par une barrière au milieu et ils peuvent sauter la barrière et échapper au choc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que les chiens qui pouvaient s'échapper dans la première phase qui sautent la barrière. Les chiens qui ne pouvaient pas s'échapper dans la première phase n'essayent même pas. Même s'ils ont la possibilité de s'échapper en sautant juste la cloison, en sautant la barrière, ils essayent même pas. Pour eux, en fait, ça semble plus simple d'abandonner et d'accepter passivement les chocs. Ça, c'est l'impuissance apprise. Une autre chose qui fait partie de l'univers de la personne traumatisée, ça sera notre avant-dernier point, c'est un sens du soi perturbé. Dans Le corps n'oublie rien, Bessel van de Kolk rapporte une étude qui a été faite par le docteur Ruth Lanus, qui s'est posé une question. Elle s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de personnes qui ont survécu au trauma quand ils ne pensent pas au passé, quand ils ne pensent pas à leur trauma? Parce que jusque-là, on s'était intéressé à ce qui se passe
quand la personne revit les événements. Pour comprendre les résultats de cette étude, il faut comprendre un peu le cerveau. Dans le cerveau, il y a des parties qui communiquent entre elles, des parties du cerveau, et qui contribuent à notre sens du soi, à la conscience de qui on est. Il y a le cortex singulaire postérieur qui est très connecté au cortex préfrontal médian. Je rapporte les éléments du livre ici. On a le cortex singulaire antérieur, lui, il coordonne les émotions et les pensées. On a l'insula, qui est lié au système limbique. Donc le système limbique, c'est toute la région liée aux émotions, qui relaie les messages des viscères, donc du corps, au centre émotionnel. Et on a les lobes pariétaux qui intègrent les informations sensorielles. Toutes ces parties du cerveau, elles contribuent à ce que j'ai conscience de qui je suis. Moi, avec mon corps, mes viscères, mes sensations, mes émotions, tout ce qui fait qui je suis, moment après moment. Donc le docteur Ruth Lanius, elle a comparé un groupe de personnes, qui du coup était le groupe contrôle, et un groupe de personnes qui souffraient de syndrome de stress post-traumatique, donc PTSD. Ce qu'elle a fait, c'est que donc on a scanné leur cerveau et elle a demandé à ces personnes de, au maximum, ne penser à rien, de vider leur tête. Ok. Et ce qu'elle a vu, c'est une énorme différence. Dans le livre, il y a vraiment écrit la différence entre les deux groupes était choquante. Chez les personnes qui souffrent de PTSD, de syndrome de stress post-traumatique, aucune de ces régions du cerveau que j'ai citées juste avant n'était active. La seule région active, c'était la région du cerveau qui est responsable de, en gros, de l'orientation basique. C'est tout. Donc en fait, ces personnes, en réponse au trauma et à cette peur, cette crainte qui reste après les événements aussi, elles avaient appris, et quand on dit appris, c'est même pas de façon consciente en fait, mais elles avaient appris à éteindre en gros, à désactiver les régions du cerveau responsables de transmettre les sensations viscérales et les sensations qui accompagnent et qui définissent aussi la terreur. Toutes les sensations, en fait. Elles ont éteint toutes les sensations. Sauf que dans la vie de tous les jours, ces parties du cerveau, elles sont responsables d'enregistrer toutes nos sensations, toutes nos émotions, qui forment la base de la conscience de nous-mêmes, du sentiment de qui on est. Donc en faisant ça, elles se sont aussi coupées de cette conscience de qui elles sont. Et donc ici, je vais citer Bessel van de Kolk qui dit « Ce dont nous étions témoins était une adaptation tragique. Dans l'effort de supprimer des sensations terrifiantes, ces personnes avaient aussi mis à mort leur capacité de se sentir pleinement vivantes. » Et il ajoute « La disparition de l'activation dans le cortex préfrontal médian pourrait expliquer pourquoi les personnes traumatisées expérimentent une perte de sens dans leur vie aussi. » Donc, quand il y a eu trauma, les personnes, elles savent plus qui elles sont, et elles ont perdu le sens de la vie. Programme réjouissant. Et ça résonne beaucoup avec mon expérience personnelle, ici. Je me souviens d'épisodes où j'ai pu être plongée dans des questions existentielles, et puis vraiment une profonde déprime, avec le sentiment que rien n'avait de sens. Donc ça, c'est pour la perte de sens. Et puis au quotidien, une grande difficulté à savoir ce que j'aimais. Alors, pas à savoir ce que je voulais, parce que ça, c'était très bien dicté. C'était dicté par les goûts de ma mère, que j'avais complètement intégrés, par ce qui était bien, ou ce qui était à la mode, ou ce qui était de bon goût. Donc, je savais très bien ce que je voulais. J'hésitais pas une seconde. Mais si j'avais dû me demander ce que j'aimais vraiment, j'en avais aucune idée. Et quand j'ai commencé à sortir du trauma, ça a été très déroutant pour moi de voir mes goûts qui changeaient. Mais pour tout. Les vêtements, la nourriture, les lieux de vie, tout. C'est comme si je m'étais libérée de l'emprise de toutes les choses familiales que j'avais intégrées, de la société, etc. Parce que j'avais enfin accès à moi, ce que j'aimais vraiment. Et ce que j'entends souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles ont du mal à savoir ce qui leur fait du bien. Ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est normal, ça. Et quand tu fais le travail sur les traumas et quand tu fais le travail avec ton système nerveux, ça change. Et mon dernier point pour cet épisode, ça sera la méconnaissance de ses propres limites et la suppression de la colère jusqu'à la maladie. Ici, je vais lire un extrait de Gabor Maté, « Quand le corps dit non ». Dans cet extrait, Gabor Maté explique pourquoi la colère, elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle dans la nature. Un animal coincé se retourne férocement pour affronter son assaillant. La manifestation de la colère peut lui sauver la vie, soit en intimidant le prédateur, soit en permettant à la proie de lui résister. La colère d'un animal peut aussi être déclenchée lorsqu'un individu de la même espèce, n'appartenant pas à son groupe familial, envahit son territoire.
Si les deux animaux se mettaient immédiatement à se battre physiquement, il est probable que l'un ou l'autre serait blessé. Or, la nature a résolu le problème en donnant à chacun des moyens de manifester sa colère. Crocs sortis, mouvements et sons menaçants. Celui qui fait la démonstration la plus convaincante finit souvent par l'emporter, ce qui évite des blessures aux deux adversaires. Pour que la colère se manifeste de manière appropriée, l'organisme doit savoir reconnaître une véritable menace, donc distinguer clairement le soi du non-soi. Si je ne sais pas où se situent mes propres frontières, je ne peux pas déterminer quand un élément potentiellement dangereux devient menaçant. Pour faire correctement la distinction entre ce qui est familier et ce qui est étranger, ou entre ce qui est bénin et potentiellement dangereux, il faut savoir séparer le soi du non-soi. La colère représente à la fois la reconnaissance d'un élément étranger et dangereux et une réaction à celui-ci. Or, on a vu que le sens du soi, c'est pas une évidence chez les personnes traumatisées. Je reprends ici les questions de Bessel-van de Kolk. Comment est-ce qu'une personne apprend ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas? Ce qui est à l'intérieur et ce qui est dehors. Ce à quoi elle devrait résister et là où elle peut laisser entrer quelque chose. On l'a appris dans notre environnement primaire. Et peut-être que c'était pas très pertinent. Et si c'était pas très pertinent, parce qu'on était dans un environnement où il y avait de l'abus, de la négligence, etc., ça va être très difficile de poser ses limites. Comment est-ce qu'on peut poser ses limites si les réponses à ces questions, elles sont pas claires? C'est impossible. Or, c'est à ça que sert la colère. À protéger mon territoire, mon espace vital, qui je suis, ce que je veux, où je vais dans la vie. L'enfant, il se met en colère parce qu'on lui laisse pas avoir ce qu'il veut. Le jouet, le bonbon, ou si on joue avec lui et qu'on ne le laisse pas passer. Observez ce qui se passe. Il va se mettre en colère et puis souvent il va se mettre à pleurer. Si je ne sais pas qui je suis ni ce que je veux, il y a de grandes chances que je dise oui à tout. Et d'ailleurs, mon oui, il n'a pas grande valeur. Parce que si je ne sais pas dire non, mon oui, il n'a pas de valeur. Mais ça, c'est un autre sujet. Et il y a de grandes chances aussi pour que je me concentre principalement sur les besoins des autres. Parce que ça me permet de ne pas ressentir mon propre inconfort. Donc on avait cette question. Comment fait une personne pour savoir ce qui est à l'intérieur et ce qui est dehors? Gabor Maté, il fait le parallèle avec le système immunitaire, ici, dont la fonction est de distinguer le soi du non-soi. Et en termes médicaux, on appelle ça comme ça, le soi du non-soi. Le système immunitaire, il exerce cette fonction de reconnaissance et ensuite, grâce à sa mémoire, il peut reconnaître ce qui est bon pour l'organisme ou ce qui est toxique pour l'organisme et se mettre en branle en fonction de ça. Je te lis un extrait de Quand le corps dit non de Gabor Maté qui parle exactement de ça, du lien entre colère et système immunitaire. Lorsque nous devenons psychologiquement incapables de distinguer le soi du non-soi, cette perturbation s'étend nécessairement à notre physiologie. La colère refoulée conduira à une perturbation de l'immunité. On observe souvent chez les victimes de maladies chroniques une incapacité de traiter et d'exprimer efficacement les émotions et une tendance à combler les besoins des autres avant les leurs. Ces styles d'adaptation représentent un flou dans les frontières, une confusion psychologique entre le soi et le non-soi. Donc il n'y a plus de clarté entre qu'est-ce qu'est moi et qu'est-ce qu'est les autres. Or, la même confusion se reproduira à l'échelle des cellules, des tissus et des organes. Le système immunitaire devient trop confus pour distinguer le soi du non-soi ou trop affaibli pour se défendre contre le danger. Ordinairement, les cellules immunitaires qui réagissent contre une substance élaborée par l'organisme lui-même sont immédiatement détruites ou inactivées. Si les cellules immunitaires qui se retournent contre l'organisme ne sont pas détruites ou rendues inoffensives, elles attaquent les tissus de l'organisme qu'elles sont censées protéger, ce qui peut entraîner des réactions allergiques ou des maladies auto-immunes. Donc voilà la connexion que fait Gabor Maté entre la colère, et la colère ça sert à quoi? La colère elle nourrit nos limites, la colère elle dit non tu ne rentres pas dans mon territoire, la colère elle dit ça c'est moi et ça c'est toi, et c'est bien séparé, et donc le lien entre cette colère et le système immunitaire qui à l'intérieur de notre organisme fait exactement la même chose, qui dit ça appartient à l'organisme et c'est sain, c'est bon, ça vient de l'extérieur et ça doit être détruit. Voilà, donc voilà un back to basics sur le trauma, jusqu'aux conséquences physiologiques qui ont été démontrées par l'ACE Study, donc Adverse Childhood Experience, cette étude d'ampleur immense effectuée sur plus de 17 000 personnes et qui a clairement montré le lien entre les traumatismes dans l'enfance et les maladies plus tard dans la vie. Aussi, Peter Levine nous dit « Trauma is a fact of life », donc le trauma est un fait de la vie. Le trauma, ce n'est pas une exception, c'est la norme. Et c'est ce que nous a montré l'ACE Study, c'est que
sur les 17 000 personnes, la plupart, voire toutes, avaient vécu de l'adversité dans l'enfance. Et ça, c'est important, parce qu'on peut s'énerver ou se lamenter de ce qui nous est arrivé, ou on peut commencer ce travail avec la conscience que oui, le trauma nous a fragilisés, et que oui, il y a eu du trauma dans ma vie. C'est la guérison qui rend plus fort, c'est pas le trauma. Et ça, c'est le troisième point important que tu dois retenir. Le premier étant, le trauma n'est pas dans l'événement, il est dans le système nerveux. Le deuxième étant, le travail va pas se faire tout seul. Le travail somatique va pas se faire tout seul. Et le troisième étant, c'est la guérison qui nous rend plus forts. Tant que tu ne commences pas ce travail, tu seras pas plus fort. Les blessures ne nous rendent pas plus forts, elles affaiblissent l'organisme, c'est physiologique. Depuis quand une blessure rend plus fort? C'est leur guérison, oui. Ça, ok. Donc j'insiste sur l'importance de commencer ce travail, parce que oui, le trauma nous rend plus vulnérables à d'autres traumas plus tard dans la vie, puisque quand il y a trauma, même les plus petites choses deviennent trop. C'est pour ça que ce travail au niveau du système nerveux, avec la prise en compte du corps, change la vie. En conclusion, je vais citer Bessel van de Kolk qui dit « La plupart des instigateurs du changement social ont une connaissance intime du trauma. Oprah Winfrey vient en tête, Maya Angelou, Nelson Mandela, Elie Wiesel. Moi, je pense aussi à Harriet Tubman, Gabor Maté. Donc, oui, ce que tu as vécu peut devenir ta plus grande force après le travail de guérison. Merci pour ton écoute et à très vite pour notre prochain épisode de la série Back to Basics.